Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité récente, une nouvelle assez choquante, la mort violente de Charlie Kirk, une figure politique américaine très en vue et surtout très jeune. Ça a vraiment fait l'effet d'une bombe. Oui, un choc immense, effectivement. Surtout la manière dont c'est arrivé. Absolument. Alors, notre discussion va porter sur lui, sur Charlie Kirk. Qui était-il? Bien, un activiste de droite, auteur, une personnalité médiatique quasi omniprésente et surtout le cofondateur de Turning Point USA, TPUSA comme on dit souvent. C'est ça, une figure vraiment centrale du mouvement conservateur américain de ces dernières années. Impossible de passer à côté. Pour essayer de comprendre un peu mieux, on va s'appuyer sur sa page Wikipédia. Bon, c'est une source collaborative, faut le rappeler, et surtout elle a été modifiée énormément juste après sa mort. Ah oui, ça a dû être la folie éditoriale. Donc les infos sont peut-être encore un peu fluctuantes. Exactement. C'est probable, mais bon, ça reste la synthèse la plus accessible qu'on ait pour l'instant. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ensemble ce que cette source nous dit. D'accord. Essayer de retracer son parcours, comprendre son influence, ses idées. C'est ça. Son parcours fulgurant, le rôle de ses organisations, ses positions politiques, souvent très explosives, on peut le dire, et puis bien sûr les circonstances de sa fin tragique. Bref, démêler un peu tout ça. Allons-y. Par quoi on commence? Ses débuts. Oui, les origines. Alors, il est né en 1993, il a grandi dans la banlieue de Chicago. Un détail que la source mentionne, il était Eagle Scout. Ah oui, ça marque souvent un engagement assez précoce dans certaines valeurs, le scoutisme, aux États-Unis. Tout à fait. Et son engagement politique, justement, il démarre très tôt. Déjà au lycée, il soutenait un candidat local, Mark Kirk. Aucun lien de parenté, je crois. Non, non, simple homonymie. Il a aussi fait une campagne assez révélatrice de son style contre l'augmentation du prix des cookies dans son lycée. Ah oui, déjà direct et un peu provocateur peut-être. Voilà. Et surtout, il écrit un essai pour Breitbart News, le site d'info très à droite, où il critique les manuels scolaires. Et ça lui vaut sa première télé, sur Fox Business. Donc très jeune, il a déjà un pied dans les médias conservateurs, mais le vrai déclic, d'après la source, c'est une rencontre, c'est ça? Oui, une rencontre décisive avec un certain Bill Montgomery, un militant plus âgé, issu du Tea Party. Et c'est lui qui l'aurait poussé à se lancer à fond, c'est ça? À laisser tomber les études? C'est ce que la source suggère. Il venait de commencer à Warper College, une université locale, et il plaque tout. Pas de diplôme. Il choisit clairement l'activisme à plein temps au lieu du parcours universitaire classique. Un choix assez radical à cet âge. Et dans la foulée, on est en 2012, il a donc 18 ans, il cofonde Turning Point USA, TPUSA. À 18 ans, c'est impressionnant. L'idée de départ, c'était quoi exactement? Créer une organisation étudiante conservatrice sur les campus universitaires, un terrain souvent perçu comme acquis à la gauche. Mais pour ça, il faut de l'argent. Et c'est là qu'intervient le fameux coup de pouce. Exactement. La source parle d'un soutien financier crucial, obtenu assez vite, d'un riche donateur républicain, Foster Friess. Il l'a rencontré à la Convention nationale républicaine de 2012. D'accord. Et Kirk, il n'était pas juste un cofondateur parmi d'autres, hein. Il a pris les rênes assez vite. Ah oui, il est devenu le PDG, le principal collecteur de fonds, et surtout le visage public de TPUSA. C'était lui, l'incarnation de l'organisation. Et sous sa direction, cette petite organisation étudiante, elle a grossi comment? Elle est devenue quoi? Eh bien, elle s'est transformée en une véritable opération médiatique et militante, très très bien financée par des méga donateurs conservateurs. Une vraie machine. Une ascension assez fulgurante pour l'organisation aussi, donc. Oui. Et cette expansion, elle s'est accompagnée d'initiatives qui ont pas mal fait parler, comme la Professor Watch List. Ah oui, cette liste de professeurs jugés trop à gauche, dénoncés publiquement, ça avait créé une sacrée polémique sur les campus. Exactement. Et financièrement, cette croissance, elle a soulevé des questions aussi, apparemment. Oui, la source mentionne une enquête de ProPublica en 2020. Elle pointait du doigt la gestion financière des déclarations peut-être un peu optimistes et surtout l'enrichissement des dirigeants. Le salaire de Kirk aurait beaucoup augmenté. C'est ce qui est rapporté, passant de genre 27 000 dollars au début à près de 300 000, voire plus de 325 000 dollars via les différentes structures liées à Type USA. D'accord. La source parle aussi de l'achat d'un appartement assez cher en Floride. Oui, un condo à 855 000 dollars et en 2020, Type USA brassait pas mal d'argent, hein. Près de 40 millions de dollars de revenus déclarés. Une vraie PME militante, en quelque sorte. Et TPUSA, ce n'était que la première brique, c'est ça? Il a lancé d'autres choses. Tout à fait. Il a pas mal élargi son champ d'action. En 2019, il crée Turning Point Action. C'est quoi la différence avec TPUSA? Turning Point Action, c'est une structure juridique
différente, une 501 C4. En gros, ça lui permet de s'impliquer beaucoup plus directement dans l'action politique partisane, le lobbying, cibler des élus, ce que typé USA en tant que 501 C3, accès éducation, pouvait moins faire. D'accord. C'est le bras armé politique, si on veut. C'est un peu ça, oui. C'est cette branche qui a racheté Students for Trump, le groupe d'étudiants pro-Trump, Oui. et qui a mené des campagnes pour lui. Comme celle pour recruter 1 million d'étudiants en 2020. Oui, celle-là. D'ailleurs, la source dit que ça a été qualifié d'échec. Cet objectif n'a pas été atteint, et ça aurait même créé quelques tensions avec l'équipe de campagne officielle de Trump. Intéressant. Il y a aussi une dimension religieuse qui a pris de l'importance, non? Turning Point Faith. Oui, exactement. Ça, c'est venu un peu plus tard, après la fin de son association avec le Falkir Center. Ah oui, le think tank qu'il avait cofondé à la Liberty University avec Jerry Falwell Jr. C'est ça. Un centre qui avait aussi ses controverses, notamment sur son ton jugé très agressif. Quand le contrat de Kirk s'est terminé, là-bas, fin 2020, il a lancé Turning Point Faith. Avec quel objectif? Très clair. Mobiliser les communautés religieuses, les pasteurs, les leaders évangéliques autour des enjeux conservateurs. Vraiment ancrer le mouvement dans cet électorat clé. La source donne une idée du budget? Oui, un prospectus de 2021 parlait de 6,4 millions de dollars. L'objectif affiché était d'insuffler un engagement civique renouvelé dans nos églises. C'est une stratégie politique bien définie. On voit bien la construction d'un écosystème complet. Étudiants, politiques, religion. Mais Kirk, c'était aussi une personnalité médiatique énorme en son nom propre. Ah oui, absolument incontournable dans le paysage médiatique conservateur. Son émission de radio quotidienne The Charlie Kirk Show sur le réseau Salem Media. Elle marchait bien, hein? Apparemment, oui. La source cite des chiffres de 2024 parlant de 500 000 à 750 000 téléchargements quotidiens pour son podcast. C'est considérable. Et sur le numérique, YouTube, les réseaux sociaux? C'était encore plus impressionnant. Des millions d'abonnés sur YouTube, des milliards de vues cumulées sur ses vidéos. Il s'était même mis à TikTok en 2024. Ah oui. Avec quel type de contenu? Surtout des vidéos de débat, souvent assez musclées, qu'il menait sur les campus universitaires. Certaines de ces vidéos sont devenues virales, atteignant des dizaines de millions de vues. Il avait un vrai talent pour capter l'attention, surtout des jeunes. Un vrai phénomène médiatique. Mais un succès qui n'allait pas sans controverse, là encore. La source parle d'une étude qui remettait en cause la fiabilité de ses propos. Oui, une étude de la Brookings Institution de février 2023. Elle classait son podcast comme ayant la deuxième plus haute proportion de déclarations jugées fausses ou trompeuses parmi les podcasteurs politiques étudiés. C'est pas rien. Et il y a eu aussi cette histoire avec Twitter, les Twitter Files. Oui, des documents internes révélés par la journaliste Bari Weiss suggéraient que Twitter avait mis en place des mesures pour limiter la visibilité de ses tweets. Une sorte de ne pas amplifier, ce qui a alimenté les accusations de censure de la part de la droite. D'accord. Et juste avant sa mort, il allait encore étendre sa présence médiatique. Oui, il venait tout juste de signer en février 2025 un contrat avec Trinity Broadcasting Network, TBN, une très grande chaîne de télévision chrétienne, pour une émission quotidienne. Son influence allait encore grandir. Incroyable trajectoire. Venons-en maintenant au cœur de son action. Ses positions politiques, son activisme. C'était sans aucun doute un pilier du mouvement pro-Trump. Ah ça, c'est clair. Au début, en 2016, il avait quelques réserves apparemment, mais très vite, il est devenu un soutien absolument indéfectible et même un collaborateur très proche de Donald Trump et de sa famille. Surtout Donald Trump Jr., c'est ça? Oui, ils semblaient très liés. Kirk a pris la parole aux conventions républicaines, il a dirigé Students for Trump via Turning Point Action, il a sillonné le pays pour mobiliser les électeurs. La source dit même qu'il était consulté pour les nominations après la réélection de Trump en 2024. C'est ce qui est indiqué, oui. Ça montre une influence qui dépassait largement le simple rôle de mobilisateur de la base. Il était dans les cercles de décision. Et il fréquentait aussi des groupes plus discrets, mais très influents. Le Council for National Policy. Oui, il était membre et même porte-parole du CNP Action, qui est la branche politique de ce réseau très important de leaders et donateurs conservateurs. Un groupe assez secret d'habitude. Il a aussi lancé un fonds d'investissement avec Trump Jr. Oui, 1789 capital. L'idée était d'investir dans des entreprises jugées pro-MAGA, alignées sur les valeurs de Trump, et Trump lui-même l'avait nommé à sa fameuse commission 1776. La commission sur l'éducation patriotique, qui avait fait couler beaucoup d'encre.
Exactement. Et Kirk n'hésitait pas non plus à mettre la pression sur l'establishment républicain, le RNC. En 2022, il les avait avertis qu'il fallait écouter la base militante. Il se positionnait comme le porte-voix de cette base. Un activisme très intense, donc. Mais la source insiste beaucoup sur un autre aspect, la diffusion d'informations jugées fausses, voire de théories du complot. C'est un thème récurrent, oui. Forbes le décrivait comme quelqu'un qui répudiait l'éducation libérale et adhérait aux théories du complot pro-Trump. Il utilisait souvent le terme marxisme culturel. Oui, très fréquemment pour attaquer la gauche. Un terme controversé que certains critiques associent à des discours antisémites, même s'ils s'en défendaient. Il y a cette anecdote sur sa candidature à West Point qui revient souvent aussi. Ah oui, l'histoire selon laquelle il aurait été rejeté au profit d'une candidate issue d'une minorité moins qualifiée selon lui. La source note qu'il a donné plusieurs versions de cette histoire au fil du temps. Changeante, les versions, oui. Oui, passant du sarcasme à la répétition de rumeurs, puis au déni. Difficile de savoir le fin mot de l'histoire, mais ça a contribué à son image de pourfendeur du politiquement correct. Et il y a d'autres exemples cités de désinformation. Sur le Covid, l'élection de 2020, Oui, la liste est longue selon la source. sur le Covid, il aurait affirmé que l'hydroxychloroquine était efficace à 100%, que les restrictions sanitaires visaient à persécuter les églises. Il était très opposé aux masques et aux vaccins obligatoires. Très. Il parlait de science très discutable pour les masques et d'apartheid médical pour les obligations vaccinales. Il a aussi fait des comparaisons jugées trompeuses avec la gestion de la grippe H1N1 sous Obama. Et concernant l'élection présidentielle de 2020, Il a été une des figures de proue du mouvement Stop the Steal, qui contestait la victoire de Joe Biden en alléguant des fraudes massives. Il a activement promu ces allégations. son organisation a même joué un rôle dans la journée du 6 janvier 2021. Oui, Turning Point Action et Students for Trump ont financé des bus pour amener des manifestants à Washington ce jour-là. Combien de bus? Il y avait une polémique là-dessus, non? Oui, il avait d'abord tweeté parler de plus de 80 bus, puis corrigé à 7 bus, financés en partie par une donatrice, Julie Fancelli. La source mentionne aussi des liens avec la planification des communications de Rudy Giuliani ce jour-là. Il a été entendu par la commission d'enquête parlementaire. Oui, il a été convoqué, il a fourni des documents, mais a invoqué le 5e amendement, le droit de ne pas s'auto-incriminer pour refuser de témoigner oralement sur certains points. Par la suite, il a plutôt minimisé la gravité de l'assaut sur le Capitole. D'accord. C'est un tableau assez chargé sur ce plan-là. Abordons maintenant ses positions sur les questions sociales. C'est peut-être là qu'il était le plus clivant. C'est très probable, oui. Ses positions étaient souvent très tranchées et très nombreuses sur ces sujets. Sur l'avortement, par exemple. Quelle était sa ligne? Une position pro-vie extrêmement stricte. Il considérait l'avortement comme un meurtre qui devait être totalement illégal. Même en cas de viol? Oui, il s'opposait aux exceptions pour viol, tout en reconnaissant qu'il pouvait y avoir une nécessité médicale pour sauver la vie de la mère. Mais c'était la seule exception, en gros. Et sur les armes à feu? Le second amendement. Là, c'était un défenseur acharné. Lui-même propriétaire d'armes, c'est dans ce contexte qu'il a fait une de ses déclarations les plus controversées. C'est après la fusillade de Nashville en 2023. Exactement. Où il a suggéré, en substance, que les morts par arme à feu étaient un coût acceptable, worth it en anglais, le prix à payer pour préserver le droit du second amendement. Il comparait ça aux morts sur la route. Ça avait provoqué un tollé monumental. On imagine. Et sur les questions de genre, de relations, de famille? Il dénonçait ce qu'il appelait un projet démocrate d'anarchie sexuelle. Il prônait un retour au modèle biblique pour les femmes, avec un homme protecteur et leader. Il avait aussi des positions sur la contraception. Oui, il s'opposait à la prescription de contraceptifs pour les jeunes filles, affirmant que ça détraquait le cerveau féminin et les rendait amères. Des propos qui avaient aussi beaucoup choqué. Et sur les questions de race? Il rejetait le privilège blanc. Oui, il qualifiait ça de mensonge raciste. Il a aussi tenu des propos liant l'immigration à une volonté de diminuer la démographie blanche. Il a même lancé une tournée Exposing Critical Racism. C'est ça. Et puis, il y a eu ces commentaires très durs sur George Floyd, qualifié de scumbag, et surtout ce revirement spectaculaire sur Martin Luther King Jr. Comment ça, un revirement? Mais après l'avoir longtemps qualifié de héros, il a complètement changé de discours. Il l'a traité de personne horrible, de pas quelqu'un de bien. Et il a même dit que le Civil Rights Act de 1964, la grande loi sur les droits civiques, était une énorme erreur.
Une énorme erreur. Mais comment justifiait-il un tel changement? La source mentionne qu'il se référait à une vision caldwellienne du nom d'un auteur conservateur, Christopher Caldwell. L'idée, c'est que les années 60 auraient été une sorte de seconde fondation des États-Unis, illégitime par rapport à la fondation originelle, et que MLK et le Civil Rights Act en seraient des symboles négatifs. C'est une réinterprétation radicale de l'histoire américaine. Oui, très radical. Il parlait de mythes autour de King. Et dans la même veine, il y a eu ces commentaires sur les pilotes noirs, liant leur présence au programme de diversité, équité et inclusion, qu'il considérait comme anti-blanc. La source dit même qu'il a explicitement endossé la théorie du grand remplacement. Oui, en mars 2024, en lien avec l'immigration. Et il avait aussi défendu Elon Musk quand ce dernier avait tenu des propos similaires. Ça fait beaucoup de controverses sur les questions raciales. Qu'en est-il des questions LGBTQ+. Là aussi, il y a eu une évolution, ou plutôt un durcissement net au fil du temps. Au début, vers 2018, il avait une position plus séculaire, moins interventionniste. Et ensuite, Ensuite, il a adopté des positions socialement conservatrices très fortes. Il dénonçait un agenda LGBTQ+. Il s'est opposé au mariage homosexuel en allant jusqu'à citer un passage du Lévitique 20.13 comme étant la loi parfaite de Dieu, un passage qui préconise la peine de mort. ah oui, c'est extrême. Il demandait aussi l'interdiction totale des soins d'affirmation de genre pour les personnes transgenres et martelait qu'il n'existait que deux genres. Et sa propre religiosité, comment a-t-elle évolué? Il était chrétien évangélique, affilié à Calvary Chapel, mais son discours sur le rôle de la religion en politique a beaucoup changé. Comment ça? En 2018, il citait encore la séparation de l'Église et de l'État, mais plus tard, notamment après le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem et les fermetures d'églises pendant le Covid, il est devenu un ardent défenseur de l'implication chrétienne en politique. C'est là qu'il a lancé un Keep USA Faith. Exactement. Il s'est mis à parler de nationalisme chrétien, appelant à la fin de la séparation Église-État. Il a dit des choses comme « Vous ne pouvez pas avoir de liberté sans une population chrétienne ». Il promouvait aussi le Seven Mountain Mandate. Oui, cette théologie qui dit que les chrétiens doivent prendre le contrôle de 7 sphères d'influence de la société, gouvernement, médias, éducation, etc. Une vision assez théocratique en fait. Un mot rapide sur sa vision du monde, la politique étrangère. La source est plus brève là-dessus. Elle note son opposition à une implication militaire américaine dans la guerre Iran-Israël en juin 2025. Et sur l'Ukraine. Il a qualifié l'invasion russe de simple dispute frontalière. Il a relayé des affirmations pro-russes et insisté sur le fait que la frontière sud des États-Unis était bien plus importante que la frontière ukrainienne, une ligne plutôt isolationniste, America First. D'accord, voilà un portrait effectivement complexe et pour le moins controversé. Sur un plan plus personnel, pour finir cette partie, la source mentionne son mariage. Oui, en 2021, avec Erika Franz-Feuve, une ancienne Miss Arizona USA, qui est aussi podcasteuse. Ils ont eu 2 enfants, très jeunes. Une fille née en 2022 et un fils né en 2024. Une vie personnelle qui semblait s'installer. Et puis, il y a cette fin absolument tragique et brutale, le 10 septembre 2025. Racontez-nous ce que dit la source sur les circonstances exactes. Il était sur scène à l'université Utah Valley à Orem, dans l'Utah. C'était un événement de sa tournée The American Comeback Tour. Il parlait depuis environ 20 minutes. Et c'est là que ça s'est passé? Oui, il a été touché mortellement par une balle dans le cou, tirée depuis on ne sait pas exactement d'où pour l'instant. C'est glaçant. Il a été transporté à l'hôpital? Oui, mais il a été déclaré mort peu de temps après. Il avait 31 ans. C'est Donald Trump lui-même qui a annoncé la terrible nouvelle sur son réseau social Truth Social. 31 ans. C'est terriblement jeune. Que sait-on de l'enquête à ce stade? C'est le FBI qui a pris les choses en main. La source précise qu'un suspect avait été initialement placé en garde à vue. Ah oui, mais qu'il a été relâché après un interrogatoire. Il ne s'agissait pas du tireur. Donc l'enquête en est vraiment à ses débuts. Le ou les tireurs sont activement recherchés. Un appel à témoins a été lancé. J'imagine le choc et les réactions politiques. Elles ont été unanimes pour condamner. Oui, la condamnation de la violence politique a été très large, venant de tout le spectre politique américain, de Trump à Obama, en passant par Kamala Harris, Gavin Newsom, et même à l'international comme le Premier ministre israélien Netanyahou. Trump a ordonné la mise en berne des drapeaux. Oui, l'ambiance décrite était celle d'un choc profond à la Maison-Blanche et dans tout le pays. Mais il y a eu aussi un autre phénomène, plus sombre, sur les réseaux sociaux. Lequel?
Sa fameuse citation de 2023, celle sur les morts par arme à feu étant le prix à payer, worth it, elle a été ressortie et massivement partagée. Beaucoup y ont vu une ironie tragique et amère au vu de sa propre fin. C'est terrible. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ce qu'on vient de voir à travers cette source Wikipédia, on a l'ascension incroyable, fulgurante de Charlie Kirk. Oui, devenu une force majeure de la droite américaine, surtout auprès des jeunes et dans la mouvance pro-Trump. Un auteur médiatique extrêmement puissant, très doué pour ça, mais dont toute la carrière a été jalonnée de controverses. C'est ça. Controverses liées à la désinformation, aux théories du complot et à des prises de position très, très clivantes, très dures sur les questions sociales, raciales, religieuses. Et puis cette fin brutale, prématurée, qui met un terme tragique à ce parcours vraiment hors norme. C'est une bonne synthèse de ce qui ressort de la source, oui. Et forcément, au-delà du drame humain et du choc immédiat, sa disparition soudaine, elle ouvre plein de questions pour l'avenir, non? Ah oui, inévitablement. Quel vide va laisser une personnalité aussi dynamique, aussi motrice et en même temps aussi polarisante que lui? Comment son absence pourrait peut-être remodeler le mouvement conservateur jeune qu'il a tellement incarné et influencé ces dernières années? Et quid des organisations qu'il a bâties? TPUSA, Turning Point Action? Exactement. Quel avenir pour ces structures qui semblaient si intrinsèquement liées à sa personne, à son énergie? Est-ce que quelqu'un peut reprendre le flambeau avec la même force? Ce sont des questions qui dépassent ce qu'on sait aujourd'hui, bien sûr, mais qui vont sans doute beaucoup agiter le paysage politique américain dans les mois et les années à venir.